m'appelle Joël Bellassène, je suis actuellement directeur de recherche à l'Institut national des langues orientales à Paris. J'ai été inspecteur général de chinois au ministère de l'Éducation nationale et je suis actuellement président de l'Association européenne de l'enseignement du chinois. Je suis venu pour la première fois en Chine en novembre 1973 après des études de chinois à Paris. Et j'ai eu la chance de faire partie du premier groupe d'étudiants français après le rétablissement des échanges culturels. Et donc, lorsque nous sommes arrivés en Chine, c'était une découverte totale. On était comme sur une autre planète. Le plus grand bonheur dans l'apprentissage du chinois, je crois que ça a été à Paris, avant de venir en Chine, quand j'ai commencé à rencontrer, à faire connaissance avec les premiers caractères chinois, à commencer à les écrire et surtout à présenter les quelques caractères chinois que je connaissais à des amis qui ne connaissaient pas le chinois. Ça pour moi c'était un véritable bonheur. L'enseignement du chinois effectivement a connu une très forte progression depuis à peu près 20 ans. Et là, c'est comme un avion qui s'est mis à décoller à peu près vers 2004. Non seulement il y avait de plus en plus d'élèves, mais il y avait surtout de plus en plus de collèges, de lycées où on ouvrait le chinois. Et partout en France, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, parfois très loin de Paris. Et toutes ces écoles avaient besoin de professeurs. Il fallait former les professeurs et voilà ce à quoi je me suis consacré. La relation sino-française, si on veut la définir, je dirais d'abord que c'est probablement une des plus longues, et peut-être la plus longue avec un pays occidental, surtout en ce qui concerne la langue chinoise et la culture. Dès le début, elle a été marquée par une empreinte culturelle. Bonjour, Monsieur Joël Bellassène. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous êtes célèbre sinologue français. Vous êtes le premier inspecteur général de chinois au ministère français de l'Éducation nationale. Et votre livre Méthode d'initiation à la langue et à l'écriture chinoise est internationalement reconnu. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et vous, vous êtes rendu en Chine à l'âge de 23 ans. Donc, je voudrais savoir quelle est votre raison d'être venu en Chine. Est-ce que vous vous souvenez de votre première visite en Chine? Bien sûr que je me souviens de ma première arrivée en Chine. Je peux même vous donner la date et l'heure exacte. On a quitté l'aéroport d'Orly à Paris, parce que l'aéroport Charles de Gaulle n'existait pas, le 18 novembre 1973 à 16 h. C'était un dimanche. Vous voyez, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait hier parfois, mais je me souviens de ce départ. Et on est arrivé à peu près 22 heures après. On est arrivé à Pékin, donc c'était déjà le 19 novembre à 22 heures à peu près. Et puis on a mis le pied sur le sol chinois, alors qu'on avait déjà, moi j'avais déjà fait 4 ans de chinois à l'université à Paris. Et mettre le pied en Chine, c'était vraiment un peu comme mettre le pied sur la Lune. Et donc c'est précisément parce qu'il y avait cette distance, ce mystère, que j'ai voulu faire du chinois. Mais à l'époque, ce n'était pas un choix très commun ou très populaire. On était dans mon année à l'université, dans ma classe, nous étions 7 et on a dû terminer à la fin de 4 ans de chinois, on a dû terminer à 5 et nous nous apprêtions à abandonner le chinois avec notre diplôme. Et c'est au moment où j'allais abandonner, avec ce diplôme de chinois, qu'on a appris que la Chine rétablissait les échanges d'étudiants, les échanges culturels. C'était en 1973. Et je suis arrivé en Chine juste après la visite du président Georges Pompidou. Et après cette première visite, vous n'avez jamais arrêté de contacter la Chine, n'est-ce pas? Quand je suis rentré en France en 1975, à l'automne, j'ai commencé véritablement à m'engager dans l'enseignement du chinois et je n'ai jamais arrêté. Ça a transformé totalement ma vie puisque
Ça a été mon occupation jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois l'enseignement du chinois, la recherche sur ce que c'est qu'enseigner une telle langue et une telle écriture, mais aussi la promotion du chinois en France, et ce jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, vous avez effectué une partie de vos études à l'université de Pékin. Donc, comment jugez-vous cette université? Alors, quand on est arrivé, tous les étudiants étrangers qui revenaient en Chine pour la première fois étaient tous concentrés à l'Institut des langues de Pékin. Tous. Et la deuxième année, en fonction de notre spécialité, on a eu le choix entre deux universités, soit l'université Fudan, soit l'université Peita. Et moi, ma spécialité m'a orienté vers l'université de Pékin, Peita. C'est bien sûr probablement pour moi l'année la plus marquante, pour plusieurs raisons. D'abord le prestige de cette université. J'en avais entendu parler dès mes études de chinois en France. C'est une université très célèbre, qui a un passé très célèbre. Ensuite parce qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de Peita. Et donc j'étais fier, quelque part, de pouvoir être un étudiant dans cette université. Mais c'est quoi cet esprit de Peita? Cet esprit de Peita, c'est l'esprit d'ouverture, c'est l'autonomie dans la réflexion, la volonté d'aller au-devant des choses nouvelles. Et puis également, l'autre raison qui fait que cette année a été marquante, c'est bien sûr la beauté de ce campus, probablement pour moi le plus beau campus d'université que je connaisse, avec un lac, avec des arbres, la pagode, la tombe d'Edgar Snow, les toits des bâtiments à la chinoise. C'est pour moi vraiment une année inoubliable. À l'époque, votre spécialité était la philosophie, n'est-ce pas? C'est ça, j'avais demandé à me perfectionner en chinois dans le département de philosophie. J'étais le seul Européen. On était très très peu d'étrangers au département de philosophie. Après tellement de connaissances sur la Chine, d'après vous, quelle est la philosophie des Chinois? Oh, la philosophie chinoise est quelque chose d'assez particulier pour nous. C'est-à-dire que les philosophes chinois n'ont jamais constitué des systèmes avec une logique bien définie, des systèmes fermés. Il y a une grande part d'intuition, il y a une réflexion qui ne suit pas les mêmes cours que celui des philosophes occidentaux. Mais qu'est-ce qui différencie la philosophie chinoise et la philosophie occidentale, d'après vous? Je pense que derrière ces différences, il y a la langue et l'écriture. Si la philosophie occidentale est devenue ce qu'elle est depuis la Grèce antique, et ensuite, bien sûr, en Allemagne, en France, etc., c'est parce qu'au départ, il y a la langue grecque avec un verbe être. Tiens, la langue chinoise n'avait pas de verbe être. Et la philosophie occidentale est née à partir de cette notion de l'être. Et cette notion de l'être, elle s'appuie sur le verbe être qui existe dans ces langues grecques, ensuite latines, ensuite françaises, etc. Ensuite, il y a la volonté de créer un système logique chez les différents philosophes occidentaux. Et puis il y a l'alphabet. L'alphabet latin consiste à découper les choses. Il y a une grammaire très forte, donc une nécessité d'abstraire des généralités, noms, verbes, adjectifs, etc. La philosophie chinoise, elle aussi, repose sur sa langue. Mais c'est une langue, la langue chinoise, qui, ignore le verbe être. On est plus dans l'évolution, la transformation, alors que le verbe être, lui, stabilise et fixe les choses. Et l'écriture chinoise, elle n'a pas engendré une tradition de grammaire,
La grammaire est venue très très tard en Chine, elle est venue à la fin du 19e siècle. Et donc, cela veut dire que la pensée chinoise n'a pas bénéficié de cette nécessité en grammaire d'abstraire, c'est-à-dire de penser en catégories abstraites, les noms, les verbes, etc. Ça, la Chine ne l'a pas fait pendant très longtemps. Elle s'est surtout intéressée à son écriture. Il y a eu très tôt des dictionnaires. Il y a eu très tôt un savoir spécialisé sur l'écriture, sur les caractères chinois. Alors qu'à l'inverse, chez nous, en Occident, le savoir lié à l'écriture s'est apparu très très tard. Très très tard. Même le mot, il a été créé au XXe siècle en français. Donc, d'après vous, parce que pour vous, cette connaissance parfaite ou cette connaissance approfondie sur la philosophie chinoise et sur la philosophie occidentale, pour vous, est-ce que ça se complète? Exactement. Et ces dernières années, j'ai pensé vous savez, au schéma du yin et du yang, le taiji tu, c'est-à-dire qu'il faut toujours que quelque chose vienne compléter une autre chose. Il y a une complémentarité. Et ces dernières années, souvent, je pense que si on prend toute l'histoire, et notamment la pensée chinoise, ce qui nous a intéressé d'où, c'est justement qu'elle est différente. Mais aujourd'hui, je pense plus en termes de complémentarité. Cette façon d'approcher le monde complète la nôtre. Et je pense que l'inverse est vrai. La façon occidentale, entre guillemets, de voir le monde complète peut-être la façon chinoise. Il y a une vraie complémentarité. Vous vous êtes rendu en Chine à de nombreuses reprises depuis les années 70. Donc, je peux dire que vous avez constaté d'énormes changements qui se sont passés en Chine. Quel est votre point de vue sur ces changements? Il faudrait beaucoup de temps parce qu'effectivement, entre la Chine des années 70 et celle d'aujourd'hui, les changements sont énormes, énormes. Au niveau des transports, j'ai connu une Chine, j'entendais tous les jours, depuis l'université à Pékin où j'étais, j'entendais tous les jours le bruit des charrettes tirées par des ânes avec une petite cloche, alors qu'on était dans la capitale de la Chine. Aujourd'hui, ce sont bien sûr les embouteillages qui frappent. Et à l'époque, l'idée même d'embouteillage était inconnue. Je me souviens avoir dû expliquer à un étudiant chinois qu'est-ce que c'est qu'un embouteillage. Les autres différences, bien sûr, au niveau du schéma urbain, du développement des villes. Alors bien sûr, ce sont pour moi des changements qui ne sont pas toujours positifs, et qui sont même parfois négatifs. C'est-à-dire, je trouve que les villes chinoises se sont développées de façon très uniforme. Et donc on perd beaucoup ce que nous recherchions, c'est-à-dire les caractéristiques chinoises. Vous voulez dire qu'on est en train de perdre les caractéristiques chinoises? Oui, elles sont même déjà perdues dans la plupart des villes chinoises. Je crois qu'il y a juste Hangzhou, les abords du lac de l'Ouest, où on retrouve vraiment la Chine dans ses caractéristiques fortes. Au niveau du schéma urbain, des paysages, c'est là où on retrouve vraiment la Chine authentique. Ailleurs, très souvent, je me dis, quand je suis dans une ville, que s'il n'y avait pas les caractères chinois, ben, je ne saurais pas dans quel pays je suis. Donc ça, c'est vraiment un schéma des différences très marquantes. C'est un dommage pour vous? Ah oui, bien sûr, incontestablement. D'ailleurs, je le répète, ce qui a attiré tant de Français depuis des siècles dans la langue chinoise, la culture chinoise, c'était la différence, c'était les caractéristiques chinoises propres. Si la langue chinoise était une langue proche, elle ne nous aurait pas intéressés. Si l'écriture chinoise était une écriture alphabétique, cela nous aurait moins intéressés. Si la philosophie chinoise ressemblait à peu près à la nôtre,
cela ne nous aurait pas trop intéressés, je pense. Monsieur Balassane, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'Européens qui apprennent ou bien aimeraient apprendre le chinois actuellement? Alors ça, c'est une évidence, il y a de plus en plus d'Européens, de Français qui apprennent le chinois. Le chinois est une langue en forte augmentation. Si vous voulez, à la différence de mon époque, choisir le chinois quand on est un collégien, un lycéen ou un étudiant, c'est considéré aujourd'hui comme un choix tout à fait normal. Le chinois s'est intégré à l'intérieur du paysage de l'offre linguistique. Vous pouvez choisir bien sûr l'italien ou l'allemand ou l'anglais, mais choisir le chinois, bien sûr, ça peut surprendre un petit peu, mais c'est considéré aujourd'hui comme normal. Alors que quelques dizaines d'années avant, quand moi j'ai commencé le chinois, souvent mes amis ou les gens que je connaissais n'y croyaient pas. Ils pensaient que je faisais de l'humour. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, si vous dites j'étudie le chinois, C'est normal. on va tout de suite l'accepter. Alors bien sûr, on va vous poser des questions, pourquoi, Mais pourquoi ce changement, d'après vous? Bien sûr, pour plusieurs raisons. D'abord, la place de la Chine, surtout depuis les premiers signes d'ouverture. Déjà dans les années 70, il y en a eu. Le fait que des étudiants étrangers puissent revenir en Chine, c'était déjà un début d'ouverture. Ensuite, il y a eu la période d'ouverture. Tant que la Chine manifestera de l'ouverture, eh bien, la langue chinoise sera favorisée dans sa diffusion dans le monde. L'ouverture a conduit aussi à faire que la Chine a retrouvé sa place dans tous les domaines, pas uniquement politiques, économiques, commerciaux, échanges culturels, échanges éducatifs. Échanges éducatifs, c'est très très important. Par exemple, entre la France et la Chine, les échanges éducatifs et culturels notamment sont très très importants. Économique, tourisme, etc. Et à ça s'ajoute, eh bien sûr, une des plus grandes révolutions de notre époque, c'est la mobilité. La mobilité. Aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, voilà, je vais partir à Pékin, bon, il ne va pas trouver ça extraordinaire. Certaines personnes font le voyage plusieurs fois par mois. Il y a un nombre de vols directs considérable partout dans le monde. La mobilité, c'est vraiment une révolution dans notre société. Et donc, la mobilité favorise le déplacement des langues, et notamment le chinois. Un exemple très simple, quand vous allez au Louvre, quand vous arrivez à Paris à l'aéroport Charles de Gaulle, parfois dans certaines gares en France, vous avez 3 langues dans la signalétique ou sur des panneaux publicitaires ou dans des messages oraux, le français bien sûr, l'anglais ensuite, et parfois quand il n'y a que 3 langues, c'est le chinois en troisième. C'est le cas au Louvre, il n'y a pas 4 langues, il y en a 3. La langue chinoise s'exporte, elle se transporte en même temps que les personnes, et dans les deux sens bien sûr. Je sais que le français se développe en Chine et c'est une excellente chose. Il y a cette explication. Il y a encore une autre explication, c'est que, bien entendu, tout le monde, je crois, est convaincu que si on veut vraiment comprendre en profondeur un pays, une culture, il faut, à partir d'un moment, commencer à apprendre la langue pour vraiment entrer à l'intérieur. Donc c'est pour la culture, pour mieux appréhender la culture. Il y a même aussi certaines personnes en Europe qui pensent que le chinois, surtout l'écriture, est une langue qui peut faire travailler le cerveau. Je dis que c'est une écriture très différente et donc elle peut générer une sorte de gymnastique du cerveau. Il y a un certain nombre de parents d'élèves
qui le pensent, un certain nombre de professeurs bien sûr qui le pensent aussi. Et pour la diffusion de la langue chinoise et de la culture chinoise, le gouvernement chinois a créé beaucoup d'instituts de Confucius à travers le monde. On a déjà établi plus de 550 instituts Confucius dans plus de 154 pays. Donc l'Institut Confucius, c'est un peu comme l'Institut de France qui fait le rayonnement du français ou bien l'Alliance française. Donc pensez-vous que c'est une bonne méthode pour diffuser cette culture chinoise? Je dirais que la création des instituts Confucius, comme les alliances françaises, ce sont des décisions tout à fait légitimes, normales, pour faire rayonner sa langue dans le monde, pour la promouvoir. Mais il faut aussi dire que le français a été diffusé bien avant l'existence des alliances françaises et que le chinois a été diffusé bien avant la création des instituts Confucius. La première fois que le chinois a été véritablement diffusé en France, c'était en 1814. On a créé une chaire de chinois au Collège de France. En 1814, il n'y avait aucun institut Confucius. Ensuite, en France, on a développé le chinois dans les universités, dans les collèges, dans les lycées, et ça pour toutes les langues, que ce soit le chinois ou même le français ici, etc., c'est la voie principale. Pour le français, à mon avis, en Chine, la voie principale, ce sera, je l'espère, qu'il y ait de plus en plus de collèges, de lycées, peut-être même d'écoles primaires, où on enseigne le français. Les alliances françaises, c'est très bien, font un excellent travail, mais à mon avis, ça ne sera pas à l'avenir le courant principal. Les instituts Confucius, en tout cas dans des pays comme la France, ce ne sera pas le courant principal. Et heureusement pour le chinois, parce que le chinois, s'il veut être une langue internationale, il faut qu'il soit intégré dans les systèmes éducatifs de France, d'Italie, d'Allemagne, ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Alors que s'il ne reste que dans les instituts Confucius, le chinois a peu de chances de devenir une langue internationale. Il est en train de le devenir parce qu'il commence à intégrer le système éducatif de la plupart des pays. Pourriez-vous nous parler un peu quels sont vos nouveaux projets ou bien vos nouveaux plans dans l'apprentissage du chinois? Je continue à penser, à réfléchir, à créer de nouveaux matériaux pédagogiques, comme je l'ai fait depuis les années 80, des méthodes de chinois pour améliorer l'efficacité de l'apprentissage du chinois. J'ai créé il y a 3 ans un MOOC, vous savez, un enseignement à distance, intégrant les nouvelles technologies, ce qu'on appelle un MOOC en chinois. Un MOOC de chinois à l'Institut des langues orientales à Paris, pour les débutants. J'ai un très grand projet qui va peut-être être finalisé très bientôt. Ce serait de créer un MOOC de l'écriture pictographique des Naxi dans le Yunnan, le Dongbawen, une écriture pictographique, peut-être la dernière écriture pictographique dans le monde, elle se trouve en Chine. C'est un projet que j'ai conçu. J'ai aussi l'intention de créer une fête des caractères chinois à Paris, mais qui soit destinée à tous les Parisiens et à toutes les Parisiennes. Ce ne sera pas lié à l'apprentissage du chinois. L'objectif, c'est que tous les Parisiens, les grands, les petits, puissent approcher, s'approprier quelques caractères chinois. C'est possible, même si on n'apprend pas la langue, c'est tout à fait possible, à travers beaucoup d'activités, que ce soit la calligraphie, que ce soit les jeux liés au caractère chinois, que ce soit les expositions, les conférences, et puis que ce soit ce qu'on voit dans les parcs en Chine, la calligraphie sur le sol. Avec de l'eau.
Oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Eh bien, je crois que ça peut beaucoup intéresser. Voilà quelque chose qui est authentiquement chinois et qui n'a pas disparu en Chine. En tant que sinologue, quels sont vos conseils pour les Français qui apprennent, qui sont en train d'apprendre ou bien aimeraient apprendre le chinois? Là, je vais être très chinois dans ma réponse. Le meilleur conseil, ce n'est pas de donner un conseil, c'est que celui qui apprend le chinois ait une forte motivation, donc que ce soit naturel chez lui. C'est ce qui a fait que je me suis engagé dans le chinois au début des années 70. On ne m'avait pas conseillé. Et bien sûr, personne n'aurait pu me conseiller parce que les gens considéraient que c'était une idée improbable qui n'allait nulle part. Donc au contraire, c'était ma motivation intérieure, comme on dit. Donc le mieux, l'idéal, c'est qu'on ait une forte motivation. Pourquoi? Même parce que la différence, l'écriture, je le répète, la langue, a de fortes différences par rapport aux langues européennes. La culture chinoise, j'espère qu'elle continuera à garder ses caractéristiques, son originalité. Et sinon, ensuite, bien sûr, il y a des conseils plus pédagogiques. Alors, bien entendu, comme pour n'importe quelle langue, eh bien, l'idéal, c'est de se retrouver dans un contexte d'immersion. Et bien sûr, aller dans le pays, vivre dans ce pays et bénéficier, profiter de cette immersion linguistique. Ça, c'est une évidence hein, pour n'importe quelle langue, hein, et le chinois notamment. Et bien sûr, pour l'écriture, leur dire que ça va être un peu plus long. Je ne pense pas qu'il faille vraiment parler de difficulté. Je dirais que c'est plus long que difficile. Il faut le dire. Lui dire qu'on ne saura pas lire à la fin de la première année, ni à la fin de la deuxième, ni à la fin de la troisième, mais peut-être vers la quatrième. C'est une question de temps. Si on accepte de passer du temps, au bout d'un moment, on sait lire le chinois. Cette année, on célèbre le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Donc, comment jugez-vous les relations actuelles culturelles entre la France et la Chine? Je pense d'abord que les relations franco-chinoises ont toujours été singulières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas totalement les comparer avec les relations entre la Chine et d'autres pays ou entre la France et d'autres pays. Les relations franco-chinoises ont toujours laissé une forte place aux liens culturels. Dès l'époque de Louis XIV et de l'empereur Kangxi, il y a eu des relations culturelles en quelque sorte qui se sont plus ou moins établies. Et encore aujourd'hui, les liens culturels au sens large sont particuliers, je trouve. Certains disent qu'il y a des points communs particuliers entre les Français et les Chinois, la France et la Chine. C'est vrai en bonne partie, c'est vrai en bonne partie. Et donc, bien sûr, ceci crée des liens privilégiés. Donc, mon souhait, c'est que ces liens privilégiés, notamment au plan éducatif et culturel, puisque c'est mon domaine, continuent de se développer et qu'il y ait des échanges encore plus forts. Certains disent que les Français sont les Chinois d'Europe. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, moi, j'avais toujours entendu parler, dès que j'ai commencé mes études de chinois en 70, j'avais entendu cette phrase « Les Chinois sont les Français de l'Asie ». Récemment, j'ai enfin trouvé un écrit, mais chinois, de la fin du 19e siècle, qui dit, pas exactement ça, mais qui dit, c'est un Chinois qui parle, qui l'a écrit, il a dit « Dans le monde entier, seuls les Français sont à même de nous comprendre, nous, Chinois, de comprendre la culture chinoise, parce qu'il y a entre eux et nous une même excellence culturelle ou une attention culturelle, enfin peu importe les raisons, mais ça a été remarqué par un Chinois dès la fin du 19e siècle. Et notre émission touche à sa fin. Merci Monsieur Belhassane d'avoir accepté notre invitation et merci de vos éclairages. Surtout merci de vos contributions aux Chinois et à la diffusion de la culture chinoise. Merci beaucoup. Merci à vous.